Madame, Messieurs, bienvenue à ce dossier de la rédaction qui va mettre sur la table ce que d'aucuns finalement qualifient de problématique des mentalités congolaises. Les appels au changement des dites mentalités se sont tellement multipliés au point que le chef de l'État a dû mettre en place toute une commission pour le changement des mentalités à la moment. Bonsoir. Bonsoir Julie Sefou. Pour en parler, nous recevons ce soir Monsieur Jacques Kambala Chilombo. Il est coordonnateur adjoint de la coordination pour le changement des mentalités et conseiller principal du chef de l'État. Bienvenue Monsieur Kambala. Bonjour, merci de nous accueillir chez vous. Notre première question, comment définissez-vous la coordination pour le changement de mentalité? Autrement dit, quelles sont vos prérogatives? Merci pour l'invitation. En fait, comme vous l'avez si bien dit, déjà en date du 8 août 2019, sur la chaîne nationale et dans toutes les plateformes, on a lu l'ordonnance créant la CCM, Coordination pour le changement de mentalité, par le chef de l'État, déjà le 25 juillet que l'ordonnance a été signée. Et la coordination, donc, le mot le dit si bien, nous ne sommes pas une commission, nous ne sommes pas une cellule, certains nous appelaient un comité, nous ne sommes pas une autorité, nous sommes une coordination ayant comme objectif majeur lutter contre toutes les antivaleurs. Et dans l'objet de nos missions, on a la sensibilisation, on a aussi la prévention, et qui se résume donc à coordonner toutes les structures existantes et même celles qui pourraient avoir été créées immédiatement après nous, qui ont comme objet social lutter contre les antivaleurs et toutes sortes de valeurs qui toucheraient à la bonne gouvernance dans la nation. Ces objets-là, ces structures, ces organisations font partie de ceux que nous coordonnons. Monsieur le coordonnateur adjoint, c'est déjà entendu, si je peux parler ainsi, mais pourtant l'opinion a du mal à cerner ce concept changement de mentalité. Expliquez. Le changement de mentalité, s'il est jusque-là pas encore bien perçu, c'est parce que justement pendant autant d'années, le Congolais a déversé dans autre chose que ce qui devait être, entre autres, le patriotisme et des valeurs qui mettent ensemble en avant le vivre d'ensemble et le développement du pays. Donc il y a le creux est tellement profond que ça nous prend un grand travail qui ne peut pas se résumer, à mon avis, à un seul mandat. Donc ça sera un travail qui peut s'étaler. Il faut penser à la pérennité. Donc le temps de sensibiliser, le temps de mettre sur place la commission elle-même, la coordination elle-même dans son fonctionnement et de commencer à parler d'elle, de mettre sur la place publique les stratégies à utiliser, c'est normal que les gens aient encore du mal à percevoir que dans sa profondeur le sens de notre mission. Néanmoins, déjà, depuis une année qu'on existe, on a dû utiliser comme stratégie à commencer à sensibiliser le gouvernant. Commencer par le gouvernant. Monsieur le coordonnateur, nous allons y arriver. Vous, au niveau de la coordination, comment vous expliquez, vous définissez les changements de mentalité? Le changement de mentalité, c'est comme ce qu'un mot grec dit, c'est un métanoïa, c'est un changement total des directions. C'est ça, dans les jargons chrétiens, on appelle ça repentance. C'est-à-dire prendre la résolution de rejeter tout ce qui a été anti-valeur dans toutes les sphères de la vie nationale. Donc le changement de mentalité, c'est pas un credo, c'est pas un slogan, c'est une résolution, un consensus national de rejeter tout ce qui nous a amené là où on est arrivé. Je n'aurai pas un langage politique ici, mais je veux mettre en avant l'intérêt national. Qu'est-ce qui a fait que la RDC soit dans le niveau où on est? Si on ne se flatte pas, on se dira on est parmi les pays les plus pauvres de la planète. Autant de richesses qu'on a, ressources humaines, ressources naturelles et tout. Mais comment on n'arrive pas à avoir une nation, un État créateur, un État pourvoyeur, un État qui a une vision de long terme de son peuple? Parce que la mentalité, c'est traduit par des comportements. Et s'il a raté, dont la valeur travail n'existe plus, la valeur respect de loi qui existe n'existe pas, donc tout le monde déverse dans l'impunité. C'est toute cette perception de l'homme congolais, de la vie nationale, qui est à changer.
à réorienter, si pas à rebâtir. Voilà un peu comment je peux résumer ce changement de mentalité. Et concrètement, quelles seraient les grandes lignes par rapport aux habitudes, aux attitudes, aux comportements que vous et votre commission entendez changer? Si on y va sans un plan national de changement de mentalité, ça sera compliqué. Voilà pourquoi on a commencé par mettre sur pied le plan national de changement de mentalité. Le travail a été fini et présenté au chef de l'État. Maintenant, pour arriver à le couler en termes de mécanismes de fonctionnement, mettre sur pied les politiques nationales de changement de mentalité. Ça va impliquer toutes les institutions à les adopter et si pas certaines d'entre elles être traduites en termes de loi. Donc là, l'impulsion viendra d'en haut et tout le monde sera obligé de suivre cette direction-là. Ça, c'est d'une part. D'autre part, on s'est dit à court terme, on doit déjà s'attaquer à des mentalités qui transparaissent à travers certains comportements. On lance une campagne contre le tribalisme, par exemple, parce qu'on a vu que le tribalisme commence à prendre de l'ampleur dans la nation. On s'attaque tout de suite à cette mentalité qui est derrière ce comportement-là. Et on prend un exemple, le désordre routier auquel on assiste aujourd'hui. Donc, pour changer, arriver à résoudre ce problème de désordre routier, il faut commencer à discerner les problèmes, les vraies causes. Et c'est dans la mentalité du Congolais. Je vais vous donner un exemple. Je vais prendre le même Congolais ici, qui a du mal à observer la lumière rouge, qu'est-ce que ça veut dire. Le même Congolais, vous le placez dans un autre environnement, où ceux qui habitent là avant lui sont déjà structurés, automatiquement, ils s'adaptent. Qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est un problème de société qu'il faut régler cette mentalité d'une manière globale et aussi sectorielle. Voilà un peu des exemples que je peux vous donner, comment on veut s'attaquer à cette question de changement de mentalité. Il y a des choses qui sont devenues de seconde nature parce que pendant plusieurs générations, les enfants n'ont été exposés qu'à cela. On a cru que c'était la meilleure façon de faire, pendant qu'il y a mieux que ça. Alors, je vais donner un troisième exemple. Lorsque nous, on grandissait, on savait que le papa, le voisin, là, je l'appelais aussi papa, il pouvait me dire, hé petit, il est 20h, tu es dehors, qu'est-ce que tu fais ici, rentre chez vous. Mais aujourd'hui, lorsque le papa du quartier voit un jeune garçon du quartier à 20h, c'est le papa qui commence à fuir. Parce que le jeune est devenu danger, il est devenu tout ce qu'on pouvait appeler comme menace. Pourquoi ce changement-là? Parce qu'il y a plusieurs valeurs qui ont été renversées et ça a donné aux Congolais l'image de quelqu'un qui ne peut pas vivre d'une manière structurée, ordonnée, il ne peut obéir à aucune loi. Un Congolais, c'est un danger. Voilà, et nous devons combattre cette mentalité qui est devenue un mode de vie. Le changement de mentalité, monsieur le coordonnateur adjoint, se vit, mais ne se décrète pas. C'est pas moi qui le dis, mais on peut le voir dans plusieurs théories. Mais est-ce qu'on ne pensez pas que vous nagez à contre-courant? Alors, le mot rappel, ça veut dire que vous pouvez dire à quelqu'un ce qui existe déjà qu'il la semble oublier. De notre travail, c'est dans la sensibilisation, vous dire, écoutez, il y a des valeurs républicaines qui sont là, qui sont à travers toutes nos lois. Mais dans le vécu, pourquoi vous ne les vivez pas? Donc, quand il y a un rappel, pour faire un équilibre entre le droit et le devoir, ceux-là qui ont la mission de faire appliquer la loi vont nous aider à rappeler aux Congolais, en termes de droit, vous avez tel droit, en termes de devoir, vous avez tel devoir. Et quand il y aura un certain équilibre dans le vécu, vous allez voir qu'il y aura un changement dans pas mal de choses. Donc on joue le rôle de sensibilisateur, on vous rappelle ce qui existe. On peut réveiller en vous la conscience endormie. Il y a des choses que l'on sait déjà que c'est pas bien. Mais parce qu'on voit tout le monde le faire, on dit, est-ce qu'il y a un bon ça qu'on voit, on l'est là? Donc on peut vous dire non. Ensemble, nous pouvons nous engager à rejeter telle chose pour que notre Congo soit le pays que tout le monde aimerait avoir. Donc un rappel, c'est pas on dénie, mais on vous remet dans l'orbite, dans la trajectoire que vous devez prendre. Enfin, la sanction. La sanction viendra parce que derrière la sanction, il y a la possibilité de corriger, c'est que d'une manière volontaire, on n'a pas voulu suivre. On peut corriger. Il y a la sanction positive, il y a la sanction négative. Donc notre rôle serait, d'une part, de réveiller la conscience nationale, mais aussi de baliser le chemin pour que ceux-là qui ont le pouvoir de sanctionner, sanctionnent. En pédagogie, on dit, tu ne peux pas sanctionner un enfant si tu ne lui avais pas montré quoi faire.
Donc, on va d'abord rappeler aux gens que le civisme existe. Et d'ailleurs, la semaine dernière, on a déjà entamé un grand chantier avec 5 différents ministères pour ramener dans l'éducation nationale des valeurs qu'on doit apporter en termes de cours dans le civisme. Ça part de l'école primaire jusqu'à l'université. Ça, c'est pour aider tout le monde à savoir que les choses qu'on semblait avoir oubliées sont là. On doit le vivre. En droit, on dit c'est pas parce que tu ignores que la loi existe que la loi elle-même n'existe pas. Donc quand le Congolais fait semblant de ne pas vivre dans un monde structuré, ça ne veut pas dire que la structure n'existe pas. Notre rôle, c'est de remettre le décor du vivre ensemble, le décor d'une vie qui pourrait amener le Congo à décoller, lutter contre la corruption, toutes sortes d'impunités. Le document de travail, c'est la politique, hein, le changement de mentalité, mais jusque-là, ça n'existe pas. Mais ça doit venir de vous, peut-être l'avant-projet, en fait. Mais quelles doivent être les grandes lignes de ce document, de cette politique? Le plan national de la lutte contre le changement de mentalité existe déjà. Il a déjà été présenté au chef de l'État. La promulgation, pour promulguer ces plans-là, il y a la nécessité d'avoir les politiques nationales de changement de mentalité. Donc là, tout ce qu'il y a comme structure qui touche à la législation devrait être sensibilisé à cela et le coucher sous forme d'un document qui doit être présenté à toute la nation. Donc on prépare déjà un forum, une sorte de Grenelle, où toutes les forces vives de la nation vont se mettre tout autour de l'émanation de cette politique nationale de changement de mentalité. Et n'eût été le Covid, ça aurait eu lieu. Et quelles en sont les grandes lignes? Les grandes lignes seraient, par exemple, en termes de... Je prends les choses les plus récentes. En termes de tribalisme, on devrait arriver à mettre sur pied une politique nationale qui se couche même dans la Constitution que le tribalisme est condamnable au même titre que tout autre délit qui pouvait être poursuivi. Donc ça va nous permettre à qui est incontestable. Tout homme doit travailler pour l'unité nationale. Alors, dans les politiques de changement de mentalité, on peut mettre en avant la mise sur pied, l'acceptation et l'installation de comités d'éthique dans toutes les entreprises publiques. Le comité d'éthique aura comme mission non seulement de sensibiliser à l'interne des entreprises sur les valeurs éthiques, mais aussi à sanctionner les bons gouvernants et les mauvais gouvernants. Et ça va être un outil important pour que l'appareil judiciaire puisse avoir l'observation au niveau de la lutte contre les antivaleurs dans la fonction publique, qui est un partenaire important dans ce travail de mise sur pied de ces commissions-là d'éthique. Et ensemble avec l'OCEP, on dégage les grandes lignes que toutes les entreprises publiques devraient suivre. Au bout d'un temps, on va sanctionner positivement les bons gouvernants et négativement les mauvais. Donc ça serait connu nationalement. Alors on peut mettre sur pied aussi l'autre grande ligne de cette politique nationale. Il est important que le service national soit remis en avant. Pourquoi on a une jeunesse aujourd'hui désœuvrée? Parce que la jeunesse ne s'est pas approprié les valeurs nationales. La nation, c'est quelque chose de très important. Le patriotisme, c'est important. Il faudrait que vous vous retrouviez à un moment donné, on vous demande, vous êtes Congolais, vous êtes fier de dire que je suis Congolais. Donc, dans le changement de mentalité, si on veut avoir des gouvernants avec l'éthique de gouvernants positive, il faut commencer par le service national. Mettre tout le monde au service de la nation dès que vous atteignez l'âge majeur. Alors, on veut remettre ça en avant. Dans la politique nationale, on peut ramener les gens à la culture du sol. Il faut aimer le sol. L'agriculture, ce n'est pas seulement une activité, mais ça doit faire partie des valeurs du Congolais. Ailleurs, quand vous parlez d'un fermier, vous savez que c'est parmi les hommes les plus riches de cette nation. Les gens parlent les plus respectés. Mais aujourd'hui, le fermier est l'homme le plus négligé et on se plaint qu'il n'y a pas à manger dans la ville. Comment on voudrait avoir à régler le problème de la pauvreté, le problème alimentaire? C'est en valorisant la terre. Il faut que nous ayons cette valeur. Ça rentre dans nos valeurs. Le Congolais, il aime la terre, il cultive la terre et ça va amener le secteur industriel à se réveiller. Combien, depuis toutes ces années, on a créé comme industrie, comme
usine, industrie au niveau agroalimentaire. Il n'y en a pas. Parce que dans la mentalité du Congolais, tout parent voudrait que son enfant soit juriste, son enfant soit médecin, soit économiste. Et quand on vous cite, on vous pousse à aller à l'université, on ne pense pas qu'on a besoin d'agronomes, on a besoin de l'école du métier. Il faut arriver à diversifier l'économie nationale. Et c'est dans la mentalité, déjà au niveau de la famille, qu'on commencera à parler positivement de l'école du métier. Il faut dire que quand tu es maçon, tu n'es pas moins que celui qui est ingénieur de bâtiment. Tu es utile dans la construction de la nation. Voilà un peu de grandes lignes qui pourraient se retrouver dans ce grand manuel de politique nationale de changement de mentalité. Voilà, pendant que vous pensez aux grandes lignes qui devraient se retrouver dans le manuel, moi j'ai plutôt envie de vous ramener sur des petites choses pour que les Congolais se sentent redevables par rapport à son pays afin de changer de mentalité. Voilà. Bon, on est dans un contexte où, si on prend l'exemple d'un assistant par exemple à l'université, Oui. il est forcément un licencié qui doit s'être distingué durant le cursus académique pour être retenu assistant au niveau supérieur. Mais combien il gagne? Il a à peine à 230 000 francs congolais. Avec ça, il faut qu'il paye sa maison, il faut qu'il prenne soin de ses enfants. Ben, on lui demandera de changer de mentalité, lui qui n'a rien, alors qu'il est chaque jour en face des étudiants à qui il peut soutirer 1000 francs par autant d'étudiants que ça fait pour résister. C'est tout ça, cette difficulté au Congo aujourd'hui. Merci beaucoup. Un cas très important. Il y a quelques mois en arrière, on s'est assis avec le ministre de l'ESU pour voir dans sa globalité le problème de l'enseignement supérieur et comment, avec le changement de mentalité, on pouvait travailler ensemble pour revaloriser. Parce que l'éducation va être fondamentale. Alors, une des choses que je vais dire après de prime abord, on a tous le choix de prendre le bon côté. C'est pas parce qu'on est soumis dans des conditions de pauvreté que pauvreté égale vice. On a le choix de faire les choses comme il faut. Ventre creux, aura d'oreille. Ça, ce sont des valeurs qu'on doit apprendre déjà au niveau de la famille. Alors, si on devrait expliquer le mauvais comportement de chacun de professeurs par le simple fait qu'ils sont mal payés, alors on aura une nation des gens vicieux partout. Parce Non, que mais si les gens sont global. exposés, s'ils sont exposés, Pourquoi si ne les pas magistrats, commencer par, si les voilà. magistrats sont exposés, les médecins sont exposés, on ne leur demandera pas de changer du coup en échange de rien. Le comportement est toujours lié à des conditions. On est exposé à une situation et on fait le choix de se comporter de telle manière. Le fait que tu brises la loi, mais parce que tu avais faim et que tu as volé, ne te dégage pas de ta responsabilité d'un acte incivique. Mais non, la responsabilité des gouvernants fait partie aussi de notre objet. Nous devons travailler de manière à ce que le gouvernant valorise le travail. Le travail est toujours conditionné à une rémunération. Quiconque travaille doit être rémunéré. Il faut une rémunération décente. Voilà pourquoi une de priorités du chef de l'État, c'est l'homme. Il dit c'est l'homme congolais qui est au centre du problème congolais. Il faut travailler l'homme. L'homme qui décide d'une manière volontaire de voler le salaire des autres hommes qui ont travaillé pendant longtemps. Cet homme-là est condamnable. C'est lui qui s'arrange à installer dans la structure qu'on appelle ici l'université de manière de faire pour qu'il prenne pour lui-même tout ce qui a été induit collectif, il est condamnable. Il faut donc combattre toutes sortes de structures qui ont été mises sur pied dans l'institution enseignement supérieur, qui volent à l'autre la jouissance de son droit de travail. Donc il faut lutter contre l'impunité. Ça, c'est rien à faire. Donc, et voilà pourquoi la coordination pour le changement de mentalité sensibilise. Notre mission est transversale. Nous commençons par l'institution présidence de la République jusqu'au dernier citoyen. Nous allons travailler avec sont les vices. Comment on peut le corriger? Si on se rend compte que c'est le problème d'homme, le changement peut être à deux niveaux. On change des personnes et on change la façon de faire. La façon de faire, il faut redéfinir le modèle du travail congolais. C'est un grand travail qu'on a, le changement de mentalité. J'ai donné un exemple d'un texte biblique. J'ai dit Jésus, il arrive à un endroit où le disciple de Jean lui pose la question, mais pourquoi nous avions l'habitude de faire ça, mais tes disciples fonctionnent autrement?
Nous l'avons le main, mais il faut autrement. Il dit, il faut savoir choisir, il faut comprendre que le temps a changé. Si le temps a changé, il amène avec lui quoi? Jésus dit, par exemple, on ne met pas un vin nouveau dans de vieilles outres. Vous voulez conserver le bon vin que vous aimez, changez le contenant. C'est ça le changement de mentalité. On change et la façon de faire des gouvernants et si possible, et les gouvernants. J'aime bien cet exemple, monsieur le coordonnateur adjoint. Alors je me demande, entre commencer par préciser les politiques qui fera que les gens changent d'eux-mêmes, parce que se sentent un peu plus sécurisés, parce que même cette affaire du tribalisme aujourd'hui, on peut se le dire, le tribalisme sécurise quelque part les gens. Dans un contexte où l'État est défaillant, les communautés se réfugient par rapport à leurs sources. Je me dis, si je suis tété là, le jour où je suis en difficulté, les ressortissants tété là, mais viendront au secours, mais jamais le chef du quartier, par exemple, n'est-ce pas? Alors, entre changer les politiques pour être sûr que les choses aillent d'elles-mêmes et commencer par dire aux gens, vous devez changer, qu'est-ce qui devait précéder? Ça va ensemble? Dans la vie communautaire, je pense que c'est le peuple qui dicte la marche à suivre. Et les gouvernants viennent le coucher en termes de loi. Si déjà, au niveau de la base, le peuple rejette certaines affaires, le peuple en lui-même dit, pourquoi à valeur égale, à diplôme égal, à compétence égale, je vais postuler, lui on l'a pris, moi on ne m'a pas pris. Sur quelle base on l'a pris lui? Est-ce parce qu'il est de même origine tribale que les recruteurs? Si la réponse est oui, le tribalisme ici est vraiment condamné. Et malheureusement, c'est ce à quoi nous assistons à chaque jour. Le temps d'attendre que les politiques soient couchés sous forme de papier, que le Parlement s'y attarde et commence à suggérer que ça devienne de loi, on est en train de perdre du temps considérable. On veut faire d'une pierre deux coups. En mettant sur pied les politiques, on commence déjà par un travail de sensibilisation sur le terrain pour que le consensus vienne de la base, que la base dise « oui, nous avons compris que la méritocratie, c'est une bonne chose. Tu ne peux pas donner à quelqu'un un poste de gouvernant, des dirigeants dans une structure aussi élevée comme le ministère de budget, par exemple, juste parce qu'il est ressortissant le même ressortissant de village que toi. Tu peux lui donner ce poste-là parce qu'il le mérite. Il le mérite parce que son parcours prouve qu'il a la compétence, il a la formation, et plus encore l'éducation pour ce genre de prise de responsabilité. Face aux mêmes capacités, mais qu'ils soient juste des ethnies différentes. Ouais. Quel choix je fais? S'ils sont des ethnies différentes, depuis le jeune âge, j'ai appris à savoir départager les gens. On faisait même, on lance un truc. Donc il faut mettre sur pied des politiques qui arrivent à trancher d'une manière impartielle. D'une manière impartielle, on sent que non, on a fait un concours, moi j'ai réussi, l'autre a perdu. J'ai été retenu parce que j'ai fait le concours et je l'ai rendu. Donc, ce sont des politiques qu'on doit mettre sur pied pour qu'il y ait égalité de chances pour tous. Ça, la prise de conscience des députés, la prise de conscience des politiques et de la société civile pourrait amener une autre dynamique qui forcerait les choses à aller un peu plus vite. D'où le côté sensibilisation est très, très important. Et ce qu'on fait aujourd'hui avec vous, on attire l'attention de quiconque et le temps a changé. Il faut absolument changer de mentalité. On ne peut pas trouver, pour un pays qui veut décoller, quelqu'un qui s'est dit « je fais 8 heures au travail, mais je fais 2 heures de travail ». On détruit le pays. Si tu as un salaire pour 8 heures de travail, tu dois produire. Il faut avoir donc, pour 8 heures. Il faut le salaire pour 8 heures. Donc, il y a les responsables qui arrivent au bureau à 11 heures, et à 13 heures, ils sont partis manger. Ils reviennent vers 15h et 17h, ils sont partis. À quel moment ils ont travaillé? Donc, il faut que cette mentalité change. Je suis pasteur dans une église, je sais que mon rôle, c'est pas d'amener seulement les gens à consommer les surnaturels, mais je suis un éducateur de masse. Donc, il faudrait que mon éthique et ma déontologie soient telles que l'enfant qui arrive à l'église trop jeune, quand il fera 10 ans avec moi dans l'église, j'ai bâti un citoyen. Un homme qui connaît le sens de redevabilité.
Je suis redevable à la communauté, je suis redevable à la société, à l'État. Or, le pasteur n'est redevable qu'à Dieu, ça devient spirituel. Donc, il faut changer de mentalité. Monsieur le coordonnateur adjoint, vous l'avez dit tantôt, c'est depuis août 2019 que vous existez. Êtes-vous déjà à l'œuvre? Qu'est-ce que vous avez fait déjà? Merci. Nous avions accompli énormément de choses. Déjà, 2 mois après qu'on soit établi, on a tenu une première rencontre à l'hôtel Béatrice pour présenter la CCM. Et on a invité plusieurs ONG, tous ceux-là qui travaillent sur le terrain et qui sont en contact avec la population, les responsables de toutes les institutions. On a présenté la CCM. Et de là, la deuxième activité était d'aller directement au milieu scolaire. On a fait une sortie selon le district scolaire de la ville de province de Kinshasa pour sensibiliser sur la lutte contre les antivaleurs dans le milieu d'éducation. Et on a laissé parler les enfants. Et vous serez étonnés d'entendre devant leurs professeurs, devant tous leurs dirigeants, comment les enfants rejetaient le point sexuellement transmissible. Les enfants ont rejeté ces habitudes-là. Un professeur qui demande 500 francs à un enfant de l'école primaire, de deuxième primaire, ça fait une pression aux parents. Et le parent il s'est dit, bon, je veux rassurer l'éducation de mon enfant, bien que rassurer là, c'est entre guillemets. Il glisse les 500 francs dans le journal de classe et l'enfant vient remettre au professeur le journal de classe sans dire qu'il y a 500 francs. Quel est cet enfant-là? C'est le futur dirigeant du pays. Déjà trop, à l'âge le plus bas, il est initié à la corruption. Ne soyez pas étonnés si on a des gouverneurs de banque qui volent. Parce que déjà plus bas, ils ont été exposés avec un consensus familial. Pourtant, ils ont réglé la faim des enseignants. Parce qu'avec la faim, l'enseignant ne pouvait pas dispenser la matière. Avec ces sorties-là, on a fait un plaidoyer direct aux différents ministères de s'attaquer assez rapidement sur la question du salaire des enseignants. Si les enseignants sont mis dans de bonnes conditions, je ne dis pas qu'on vient de régler à 100% le pays, le problème, mais on vient de les aider à résister à la tentation. Maintenant, il faut aller s'attaquer à la question de la tentation. D'où vient la tentation? C'est des choix de mode de vie. Je parle comme un vrai Congolais qui est né au Congo, grandi au Congo. Je sais que le Congolais, en général, aime vivre au-delà de ses moyens. Tu as un salaire de 200 francs. Tu vas avoir 4, 3, 5 femmes. Comment tu vas les nourrir? Le Congolais aime l'exhibitionnisme. Il aime s'habiller. Il aime, dans la rue, qu'on l'appelle William Kolo et tout ça. Cette consommation de gloire qui n'est pas proportionnelle à ce que tu gagnes va t'exposer à des vices. Tu vas commettre des délits juste pour maintenir ces trains de vie. Vous savez, quelqu'un me disait, mon cher, je viens à peine d'être nommé ministre, et qu'est-ce que je reçois le soir, les membres de ma famille qui disent « Ah, ce qu'on va tourner à Bissopé à Olia ». C'est déjà la famille te met dans une position de dire qu'il faut que tu t'occupes de nous d'une manière particulière. Je veux faire quoi? Le ministre, on est en train de lui dire « Mouébi, politique et moi t'as manqué. Qui sait si tu seras là dans 2 mois ?» Tu l'exposes à voler. Pour satisfaire la famille, vous mettez dans sa tête que dans le peu de temps que tu es là, amasse. Donc ça, c'est... Lorsque déjà dans nos familles, on brise le tabou, on commence à discuter de la corruption comme on parlerait d'un match de The Club et ceci, ça nous aiderait à commencer à régler ce problème de comportement que nous tous nous voulons rejeter, le vol, le détournement des fonds publics. Donc il faut non seulement mettre les gens dans les conditions de travail qu'il faut, amener le salaire qui vient avec, d'où il faut que le pays produise. Il faut que la mentalité des gouvernants change. Pourquoi on ne se penche que sur le secteur minier? Et pourtant, on peut varier les secteurs de production de pays. On doit changer la perception de l'État. L'État lui-même est à recréer. Ça fait partie du changement de mentalité. Si on réoriente notre économie à valoriser tous les autres secteurs, vous verrez que le PIB va augmenter. Donc celui qui travaille dans le milieu minier n'est pas si grand que celui qui travaillerait dans le tourisme, par exemple. Donc si on valorise le tourisme, on apprend à nos enfants à vendre notre pays, à aimer ce pays, à en parler, à le vendre comme il faut, on aura beaucoup de gens qui vont travailler. Donc ici, c'est la perception de l'État. En fait, le travail de changement de mentalité qu'on a, c'est de dire, voilà le nouvel État qu'on voudrait avoir. Le nouveau portrait du Congolais d'après 50 ans.
Il doit être comme ça. Vous voulez quel Congolais? Un Congolais qui n'est plus macho, un Congolais qui n'est plus matu-vu, un Congolais qui est simple, qui n'est plus frimeur? Un Congolais qui... Alors, j'ai vécu ici, j'ai vécu une partie de ma vie à l'étranger. Le même Congolais, placé dans d'autres conditions, il vous prouve ce qu'il est ici. À l'extérieur, quand tu dis que tu es Congolais, on voit déjà que tu aimes les sorties chaque jeudi. Dès que tu as ta paye, tu sors. C'est-à-dire, tu n'es pas quelqu'un qui est perçu comme le Ouest-Africain qu'on appelle un grand économiste. Lui, il est juste dans sa tunique, mais il construit chez lui. Tandis que le Congolais, il est au Congo, il vole l'argent du Congo, il va construire à l'étranger. Il n'est jamais inquiété. Il n'est jamais inquiet. Jusqu'à ce que l'étranger confisque. C'est ça l'homme qu'on doit changer. L'homme qui s'est dit, tout ce que je gagne honnêtement, je dois le déverser chez nous. Si j'investis chez moi, je crée de l'emploi pour mes frères et sœurs, j'assure la pérennité d'une bonne vie dans la génération qui vient. C'est là que les pays doivent le sécuriser. Voilà. Parce que certains ont tenté d'investir comme ça, mais se sont presque jamais retrouvés. Encore là, investir. Investir, on a créé l'ANAPI. Combien de Congolais vont vers l'information? Tu vas voir quelqu'un qui est à l'étranger qui appelle un ministre. Comment faire pour investir? Ce n'est pas le travail du ministre. Il faut s'informer. Les Congolais aiment l'information de bouche à oreille. Il ne va pas à la source. L'ANAPI existe depuis longtemps. Un guichet unique. Tu vas là-bas, en 3 jours, tu as ton entreprise qui est créée. Mais toi, tu as besoin des intermédiaires qui vont te bouffer de l'argent avant de t'amener à la vraie source d'information. Il faut que les Congolais sortent de cet esprit de dépendance de l'autre. Il faut qu'ils créent ce mécanisme d'aller vers l'information, de traiter l'information et de s'investir lui-même. Déjà, dans l'investissement, on investit dans quel secteur? Tout le monde veut investir et ils vont te dire, est-ce que vous connaissez personne qui a un carré minier? Mais il n'y a pas que le mine dans ce pays. Rien que l'agriculture peut amener beaucoup d'argent. Rien que le fait d'investir dans la santé. On prouve que tu aimes ton pays. Combien de gens ont des millions? Il y a des millionnaires congolais. Mais ils n'ont jamais pensé construire ne fût-ce qu'un hôpital dans leur propre village. Manque de sécurité. Donc, on ne voit pas grand, on ne voit pas nation, on ne voit pas communauté. Manque de sécurité. Ils bénéficient à peine des exonérations. Ils sont rançonnés de la multiplicité des taxes et tout. Ils sont asphyxiés. Ils sont étouffés. Alors, on doit revoir même la question de taxes. Les taxes vont où? Qui en bénéficie? Autre part de manche. Alors, il faut qu'on parle de la bonne gouvernance. Ça fait partie de notre mission. Sensibiliser et lutter contre, c'est aussi mettre le mécanisme qui empêche à ce que ces habitudes-là continuent. Si on veut une nation moderne, il faut commencer par digitaliser tout, numériser le tout. Il faut que la fonction publique devienne numérisée. Tout le travail passe par l'informatique. Minimiser le contact entre l'agent et l'argent. C'est-à-dire, si tout est informatisé, regarde, je suis au ministère de la fonction publique, je trouve une table qui date des années plus de 60, plus que l'année 1960. La table, elle est là. Et celui qui travaille dessus, ça fait des semaines qu'on ne l'a pas vu. Mais il est là, on sait que c'est son poste de travail. Comment voulez-vous que le pays évolue? Il faudrait qu'on arrive, en commençant même par les transports en commun. Moi, je suis de ceux-là qui plaident sur la numérisation même de la gestion du travail en commun. Pourquoi on a Transco en faillite aujourd'hui? Parce que l'argent commence à être détourné déjà à l'entrée du bus. Mais si on avait des cartes magnétisées, que quelqu'un peut acheter le droit d'accès par semaine ou par mois, il vient, il passe sa carte. Si l'électeur ne l'accepte pas, tu ne montes pas. L'argent ne passe pas entre les gens de main. Ça va directement. C'était l'idée du départ, mais les réseaux mafieux ont vite fait. Voilà, maintenir un système qui facilite le détournement de fonds. Là, si on trouve que cela peut entraîner le départ des hommes, il faut changer des hommes. Il faudra la justice qu'il faut. Donc, l'état de droit. Voilà, en créant la CCM, le chef de l'État avait un big picture, il a une vision de grand. La CCM, la lutte contre la corruption, en changeant l'appareil judiciaire, on peut avoir des outils pour enfin penser comment ça décoller. Moralement, vous êtes préparé à la bagarre, hein? Ça va être des confrontations. Ça ne sera pas facile. On veut changer, il faut accepter les défis. Et si les défis s'appellent aussi, quelquefois, lutter, voilà pourquoi. Est-ce que vous avez les moyens de votre politique? Oui. Alors, encore une fois, l'impulsion venant du chef de l'État, vous avez déjà l'impulsion politique. Ça vous aide. On ne va pas
parce qu'on mène une telle stratégie, on n'aura pas crainte de penser qu'un coup de fil venant de plus haut va vous arrêter dans la démarche, parce que nous venons du plus haut. Donc, il n'y a pas le plus haut qui va vous appeler. Déjà, ça, c'est un pas considérable. Deuxièmement, on est en train de mettre sur pied tous les moyens qu'il faut. La SECEM jouit de l'autonomie de sa gestion financière. Nous ne dépendons pas du Parlement pour exister. Nous ne dépendons pas d'une classe politique pour fonctionner. Nous avons des missions qui touchent à la République. Nous avons aussi la possibilité de fonctionner en contournant tous ces barrages-là des classes politiques. La question de changement de mentalité, c'est une question nationale. Il faut la dépolitiser. Donc, l'ordonnance nous créant nous a donné cette facilité-là de fonctionner. Nous dépendons directement du chef de l'État, mais administrativement, nous sommes rattachés à son directeur de cabinet. Mais pour le reste, notre budget n'émane pas forcément du trésor public. Ça pourrait aussi venir d'autres fonds. Par exemple? D'organisations internationales, et nous avons la lassitude de faire des appels de fonds. Voilà pourquoi, déjà, dans quelques 2 semaines ici, nous aurons une activité où on va faire le lancement de l'appel de fonds. Plusieurs organisations sont déjà touchées pour que ça nous permette d'avoir cette autonomie financière et de mettre sur pied nos politiques. Monsieur le coordonnateur adjoint, vos affiches avec mention Tika Kuluna, par exemple, votre antivailleur Toboy, tout ça, sont déjà visibles dans les rues. Est-ce suffisant pour obtenir les résultats souhaités? C'est déjà un pas dans la sensibilisation, et là, nous avons besoin de la contribution de tout le monde. Vous, comme journaliste, vous, comme citoyen. Donc, Toboy, c'est la coordination? Non, c'est le Congo qui ne veut pas ça. Nous ne sommes qu'un vecteur de communication qui crie plus haut la pensée du Congolais. Tout Congolais rejette la corruption. Il faut qu'on arrive à visualiser les méfaits de la corruption. Avec tout ce qu'on a comme recette. Dans mon jeune âge, lorsque je sortais de l'université, du moins, je suis informaticien de formation de départ. Donc, j'étais parmi les jeunes qui ont été retenus à l'hôtel de ville de Kinshasa pour mettre sur pied le programme de la gestion des recettes de la ville. Donc, l'informatique, les programmes qui tournent là, je suis un de ceux-là qui ont écrit. Alors, j'étais déjà à cet âge-là étonné de voir qu'on perdait autant de millions de francs, ou de Zaïre à l'époque, rien qu'au niveau de la ville, par semaine. Et le comportement de ceux-là qui devaient être des modèles pour nous était tel qu'ils maintiennent ce système-là. Alors, les dangers, c'est quoi? Les gens ne réalisent pas qu'avec la perte des recettes qu'on fait à chaque jour, si on avait cet argent-là, on aurait eu un pays avec un système scolaire le plus performant au monde. Depuis que les Belges sont partis, combien d'écoles ont été construites? Pas d'écoles privées, d'écoles dépendantes de l'État. Combien? Combien d'hôpitaux ont été construits? Si on arrêtait de voler l'État, l'État va réinvestir dans les services. On ne devait pas avoir autant de Wewa sur le terrain. On ne devait pas avoir autant de taxis jaunes sur le terrain si on avait une compagnie de transport municipale. Et on aurait moins d'embouteillages d'ailleurs. Ouais. Donc, quand vous volez l'État, c'est que vous tuez le peuple. Vous privez au peuple l'accès aux services qui font partie de ses besoins vitaux. Donc il faudrait que chacun de nous s'approprie la campagne Tika. Tu regardes un député de ton quartier, tu dis Tika Moïbi, parce que à cause de ce Moïbi, on n'a pas de caniveau dans le quartier. Alors, il suffit qu'il pleuve, on commence à intercéder, on l'appelle Dieu. Sous d'autres cieux, la pluie n'est pas une menace. Quand il pleut, tu ne donneras pas de raison à ton employeur que je ne suis pas venu parce qu'il a plu. Parce que la pluie n'est pas une menace. Et la pluie, la neige et d'autres, les gens ont réfléchi, ils ont trouvé des mécanismes pour intégrer cela dans leur fonctionnement de tous les jours. Donc, si on arrêtait de voler l'État, on aura la possibilité d'acheter des engins qui vont aider la ville à gérer les intempéries et autres, et tu iras travailler. Un pays qui ne produit pas, simple règle d'économie, il faut produire pour qu'il y ait développement. Voilà. Donc si vous ne produisez pas, vous pouvez intercéder comme vous voulez, vous pouvez prophétiser sur les gens, l'année 2021, c'est l'année de prospérité. Mais comment arriver à cette prospérité si on ne travaille pas? J'aime les quinoiseries par rapport à certains concepts. C'est comme actuellement on dit « Makambunde tozo boya ».
Et c'est pas mal, c'est quand vous dites Toboï ceci, Toboï cela. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de vices. Déjà, le fait de ne pas rouler sur sa bande, les changements de bande aujourd'hui, c'est aussi parmi des mots qui sont décriés. Mais c'est l'affaire des uns, ceux d'en haut, ceux qui doivent donner l'impulsion. Et le peuple se dit, mais si on part des simples mauvais exemples comme ceci, il sera difficile d'aller réellement vers le changement. Est-ce qu'avec Tika Moyibi, on pourra aussi dire un jour à un ministre, à un général qui déborde, Tika pour changer bande? On pourra le faire. Mais c'est déjà dans la suite. Et j'ai apprécié l'acte du général Kasson hier en s'interposant. Même si tu es, d'ailleurs, si tu es un homme d'État, tu devrais être l'homme le plus modèle, le plus exemplaire. Dans le peu que je pourrais avoir comme avantage dans ma position, j'ai toujours dit à mes chauffeurs, je ne veux pas me distinguer de la ligne qui est tracée. Il faut attendre. S'il n'y a pas feu, on attend. Tout le monde devrait suivre la loi. Il ne faut pas qu'il y ait des citoyens, entre guillemets, distingués, mis à part. On est tous soumis à la même loi. Le chef de l'État lui-même, dans son cortège, il suit. Alors nous devons tous suivre. Nous devons apprendre à être sobre, à être simple. Moi, je pense qu'il y a ces possibilités d'avoir l'efficacité dans la simplicité. Tu peux être un homme fort, mais tu es simple. Monsieur le coordonnateur adjoint, si la sensibilisation, la pédagogie ne donne pas de résultats, est-ce que le fouet pourra faire l'affaire? Oui, le fouet doit être placé toujours dans le contexte de respect des droits de l'homme. Alors, je sais, plusieurs nous ont dit, bon, lorsque Mosé et Kabila est arrivé, il a fouetté, et puis... Il y a eu changement. Et moi, je dis, il y a eu changement pendant combien de temps? Donc, quand on l'a lâché, on a repris. Dès qu'on a lâché, malheureusement, il est parti. Le Congolais est devenu lui-même. Ouais. Donc le problème ici, on s'est attaqué à un comportement en fouettant. On n'a pas attaqué la mentalité. Il faut s'attaquer à la mentalité. Il ne faut pas confondre le comportement et la mentalité. C'est la mentalité qui pousse à des comportements. Donc il faut s'attaquer à la mentalité. Comme ça, le comportement sera conséquent. Oui, le rôle de la CCM est d'abord de sensibiliser, de mobiliser, d'interpeller. Et quand on dit lutter contre toutes les antivaleurs, c'est mettre aussi sur pied tous les mécanismes susceptibles à vous amener à un résultat. Et on peut faire des plaidoyers. On peut dire, endurcissez un peu la loi dans tel secteur. La loi a été très évasive de telle manière, rendez-la un peu plus précise pour toucher X et Y. Et on va laisser à ceux-là qui ont la mission de sanctionner, de sanctionner. Alors certains pensent que vous êtes une structure de trop, la CCM. Pourtant, vous essayez de bien soutenir, de bien défendre vos missions. Elles sont en fait vitales, n'est-ce pas? Alors, quelle est votre adresse particulière aujourd'hui, au moment où vous êtes déjà sur pied et que vous savez que la lutte va être âpre, mais qu'il faut commencer quelque part? Ouais, le Congolais, c'est un peuple assez particulier. Le matin, il peut te mettre sur le tupo et le soir, il t'enterre. Il est un peuple assez particulier. Donc, si tu ne fais toutes tes actions, tu les règles qu'en fonction de réactions, alors tu seras à côté. Il faut, quelquefois, aller au-delà des réactions et mettre des modèles qui peuvent rester pour tout le temps. Voilà pourquoi on s'est dit, on commence par un travail de fond, le fondement. Plan national, politique nationale et la formation des dirigeants. La semaine prochaine, nous allons, déjà à partir du 27, je veux dire, nous allons commencer avec une des sociétés nationales, Sonaïdroc. On va aller donner des formations aux dirigeants. Mais cette formation, ce n'est pas un passe-temps, ce n'est pas un moment juste pour couvrir le temps, mais c'est aussi une carte pour nous. Vous avez été sensibilisés, vous avez été préparés, maintenant on passe à la sanction. Donc, on va aller comme ça pour les gouvernants. Pour les gouverner, on va utiliser à la fois les structures qui travaillent avec les bases. Plus loin, on pensait même installer ce qu'on appelle ici la maison du citoyen et revaloriser le territorial. À l'époque, c'est par le chef du quartier que tu es entré en contact avec l'administration. Pourquoi ne pas revaloriser le territorial et commencer à parler de valeurs déjà dans le quartier? Revaloriser
le rôle du chef du quartier, revaloriser la synergie qu'il y avait entre les communautés dans les quartiers. C'est là qu'on va travailler fort. Et on commence déjà à partir du 1er janvier ce travail-là. Dans l'entretemps, tous ceux-là qui ont des ONG répartis partout dans le monde, qui ont comme la mission de travailler avec autrui pour maintenir le vivre ensemble, sont des partenaires de tous les jours. Parce que la CSM ne peut pas par elle-même descendre partout. Donc on travaille avec des structures qui sont là pour implanter. Et enfin, les gens qui veulent nous joindre, des fois, ils passent par le Palais de la Nation, ils placent leur projet, et nous, on les récupère. Mais le bureau officiel de travail, c'est sur le boulevard 30 juin, à l'immeuble Cercas. C'est là qu'on peut nous joindre. Une dernière question pour vous dire au revoir. Aurions-nous, nous, communauté, nous, population, la possibilité d'entrer en contact avec vous pour vous aider à travailler en dénonçant certains vices aussi? Oui, nous attendions, comme on dit, on est à un temps particulier, le Covid a ralenti beaucoup de choses. Nous attendions de législateurs financiers ici un peu de fonds pour mettre sur pied ce qu'on appelle un centre d'appel des dénonciations. Donc nous aurons des structures à la fois sur le plan digital où vous pouvez écrire, envoyer, dénoncer tout. Et croyez-nous, tout est prêt pour que chaque cas soit traité et pris au sérieux. Nous travaillons avec l'appareil judiciaire qui sait que nous sommes un partenaire important. Si nous apportons le traitement d'un dossier à l'appareil judiciaire, soyez sûr que il y aura des conséquences. Donc nous ne sommes pas la partie faible du gouvernement, mais nous sommes le côté le plus dangereux. Merci Julie Sefou. Merci Alain Bouba. Merci à vous, monsieur le coordonnateur adjoint de la coordination pour le changement de mentalité, conseiller principal du chef de l'État, monsieur Jacques Kambala Chilombo, pour avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup de nous avoir donné cette opportunité. Nous n'attendons que les changements des mentalités au Congo. C'est le vœu de tout citoyen à un prix de paix pour le développement de ce pays. Bon travail à vous. Merci. Et à tout moment. Et à tout moment. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce dossier de la rédaction. On se retrouve très vite sur B1. Au revoir.